Et je cède la parole à mon bien-aimé supérieur hiérarchique Richard de Sèze pour cet entretien avec Brigitte. Je ne suis pas juste le supérieur hiérarchique d'Alexandre Galzin, je suis aussi son mentor et son modèle. Je voudrais que tout le monde en soit bien conscient. Bonjour Marianne Craffray. Bonjour Richard. On va parler aujourd'hui de politique étrangère pour changer un peu. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde des pages de Valeurs Actuelles. Il y a un fait Trump qui est évident depuis plus d'1 an et qu'il était quand même pas mal pendant ces 4 années de présidence. Et voilà, le président Trump a décidé qu'il était temps de siffler la fin de la récréation et de ne pas laisser Netanyahou faire cavalier seul. Donc il a présenté hier un plan pour résoudre le problème palestinien. Oui, c'était une nouvelle embardée, en quelque sorte, dans la manière dont Trump essaye de gérer les relations internationales. Alors, évidemment, on peut dire un nouveau revirement, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est aussi un homme pragmatique qui a surtout, je crois que c'est ça qui permet de comprendre en fait les virages de Trump, qui a surtout un sens aigu des rapports de force. Et on a bien vu que dans la dernière séquence, celle dont on parlait la semaine dernière, et en particulier le fait que Netanyahou ait été bombardé dos à Doha, les intermédiaires du Hamas politique qui étaient censés négocier officiellement la paix avec les Américains. Il y a eu une onde de choc qui a parcouru le Moyen-Orient, qui est revenue si forte, qui est revenue jusqu'à la Maison-Blanche, bien sûr, puisque la Maison-Blanche est le partenaire historique, le garant de la sécurité historique des Saoudiens, mais également des Qataris, des Bahreïnis, etc., etc., etc. Et donc, Trump s'est dit que là, sans doute, les choses pouvaient dégénérer, et il a tenté de reprendre en main le dossier gazaoui sous un angle assez nouveau, l'angle que lui proposait, que lui susurraient à l'oreille ses amis arabes des monarchies du Golfe, à savoir un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire cette fois non plus comme l'accord d'Abraham, laissant de côté une normalisation en contrepartie du fait de laisser de côté la question palestinienne, mais en essayant de remettre de l'équilibre dans ce dossier multicentenaire, millénaire même, de cet endroit où est née la civilisation chrétienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que hier soir, donc, on a assisté encore à un moment assez incroyable, une conférence de presse au sommet à la Maison-Blanche, après presque 2 heures de tête-à-tête entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, sur le mode je cite Trump, je pense que nous sommes arrivés à un accord. Au bout du tête-à-tête et de la conférence de presse, la signature n'a pas été apposée sur cet accord. Netanyahou et Trump ont refusé de répondre aux questions des médias. Donc les choses ne sont pas tout à fait encore abouties, réglées, mais on est quand même, on sent quand même qu'on est proche de quelque chose que les commentateurs hier soir qualifiaient d'historique. Je crois qu'on peut reprendre le mot. Si Donald Trump arrive à tordre, parce que c'est ça le sujet, suffisamment le bras de Netanyahou, je pense que là, on est, en tout cas, sur la copie, en parlant de la copie de l'accord, on est sur quelque chose d'historique. Évidemment, vous savez que ce n'est pas la première fois et qu'ensuite, le diable se cache dans les détails, je veux dire, dans la mise en œuvre. L'Israélien a prouvé qu'il était un malin, un roublard, et qu'il était parfois d'accord sur le papier, mais que finalement, dans la réalité, les choses, se perdaient dans les sables du Negev. Voilà, donc il faut être prudent, mais on est quand même là, je crois, en train d'assister à un tournant. Alors, quel est ce tournant? Finalement, le tournant, il est un peu le même que celui qu'avait esquissé et proposé Emmanuel Macron quelques jours plus tôt, lundi dernier à l'ONU. C'est un tournant qui prend appui sur l'idée esquissée par les monarchies arabes et les États arabes qui sont directement concernés par Gaza, à savoir obtenir du Hamas, qui aujourd'hui est extrêmement affaibli politiquement et militairement, une reddition. En contrepartie, et c'est là ce que précise l'accord d'hier soir, en contrepartie d'une libération des otages politiques et militaires palestiniens dans les geôles d'Israël,
en contrepartie d'une cessation immédiate de la guerre d'Israël, puis d'un plan progressif de retrait de Tsahal de la bande de Gaza, avec l'idée quand même que Israël resterait le garant de la sécurité de ce rectangle qui fait à peu près une cinquantaine de kilomètres carrés le long de la Méditerranée. Et puis, il y aurait une commission de la paix qui serait présidée par, excusez du peu, Donald Trump lui-même, qui piloterait et garantirait la montée en puissance, la création et la montée en puissance d'une nouvelle gouvernance de ces territoires, dans lequel seraient intégrées les parties prenantes, c'est-à-dire non plus le Hamas, mais en tout cas ceux qui représentent les Palestiniens d'une manière ou d'une autre. On peut évidemment parler aux ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'autorité palestinienne ou leurs successeurs. Ce plan précise aussi qu'il n'est plus question d'expulser les Gazaouis, mais d'intégrer les Gazaouis dans le futur de la bande de Gaza, dont la paix serait garantie par cette commission que présiderait donc Donald Trump et qui intégrerait l'essentiel des acteurs à la manœuvre de cette négociation du côté arabe, à savoir a priori, les Égyptiens qui sont directement concernés, les Jordaniens également concernés au premier chef, mais également les Qataris qui sont les intermédiaires un peu obligés pour négocier avec le Hamas, et peut-être aussi les Turcs, c'est pas encore très clair, les Turcs qui sont également réputés très proches du Hamas. Donc on aurait une forme à nouveau de consensus arabe. Donc Donald Trump finalement serait celui qui arriverait à rétablir, d'une part, refaire le consensus du côté des pays arabes et intégrer ce consensus avec un feu vert de Netanyahou. Je trouve que si les choses se déroulent ainsi, c'est honnêtement une avancée et une prouesse diplomatique assez extraordinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je reprécise. Maintenant, toute la question est de savoir si ça va d'abord voir le jour, et ensuite on verra ce qui se passera dans la mise en œuvre. Donc, parce qu'il y a effectivement trois obstacles possibles. Il faut que le Hamas soit d'accord pour être démilitarisé. Le fait qu'il ait été mis à genoux militairement ne signifie pas qu'il a abandonné le combat. Il faut que Benjamin Netanyahou accepte de faire confiance au Hamas parce qu'il a déjà expliqué que... il a déjà expliqué qu'il se réservait le droit, évidemment, de ne pas du tout respecter cet accord si le Hamas ne le respectait pas. Donc, il a commencé par expliquer que... Donc, il y avait toutes les chances que le Hamas ne soit pas d'accord. Et enfin, vous avez troisième obstacle, d'une certaine manière, c'est ce premier pas qui a été fait par Emmanuel Macron, mais par d'autres États occidentaux de reconnaissance de l'État de Palestine. C'est aussi la question des territoires cisjordaniens dont, somme toute, on a peu parlé lors de cet accord entre Netanyahou et Trump. Pour l'instant, effectivement, c'est un point un peu non dit de cet accord. Nous, tous les deux, Richard, on en a parlé la semaine dernière. Merci à Donald et à Benjamin de nous avoir écoutés. Voilà, je vous ai dit la semaine dernière que c'était absolument une ligne rouge pour les pays arabes, et en particulier pour ceux qui ont signé les accords d'Abraham de 2020. Et la première des lignes rouges a été émise par les Émirats arabes unis, qui sont en pointe dans la réconciliation, la normalisation entre les pays arabes et Israël. Pas hier, mais quelques jours plus tôt, Donald Trump a dit qu'effectivement, il serait le garant de cette ligne rouge, que lui étant à Washington, il n'y aurait pas d'annexion de la Cisjordanie. Il l'a dit 24 heures ou 48 heures plus tôt, avant cette séquence. Alors, je voudrais continuer sur comment du côté de Netanyahou, pourquoi Netanyahou pourrait accepter cet accord. Alors effectivement, vous avez raison, il a commencé par dire que si le Hamas ne jouait pas le jeu ou essayait de tromper les parties en présence, effectivement, il se réserverait le droit, je le cite, d'en finir avec le Hamas. Donc les choses sont claires. Et Donald Trump lui a aussitôt dit, d'ailleurs, vous aurez l'assentiment complet et le soutien complet des États-Unis. Donc les choses sont très claires.
politiquement, le Hamas est aujourd'hui également très très affaibli en fait. Et on le voit bien puisque ils n'ont plus véritablement la cause du Hamas n'a plus de soutien en fait dans la région. En revanche, et c'est là où même le Hamas étant militairement affaibli, militairement battu, quasiment battu et militairement et politiquement affaibli, c'est là où le Hamas marque quand même un point stratégique, c'est que malgré cet affaiblissement, la question palestinienne est remontée au premier plan des dossiers gérés par les monarchies arabes. Les Russes arabes dans tout le monde arabe aujourd'hui ne veulent pas entendre parler sont très remontés en fait contre Israël et ils veulent absolument que leurs dirigeants intègrent cette question et défendent cette question. Donc en fait c'est une victoire, comment dirais-je, le Hamas n'existe plus, presque plus, mais c'est quand même une victoire politique du Hamas, stratégique du Hamas. Et là où c'est intéressant, c'est que le momentum est sans doute... et c'est là où Emmanuel Macron avait quand même eu l'intuition que les choses pouvaient bouger, qu'on était sur une ligne de crête. C'est que pour Netanyahou, le fait que ce soit Donald Trump et non pas Emmanuel Macron qui parraine cet accord, c'est quelque chose quand même qui pourrait lui permettre de dire oui, qui pourrait lui permettre de signer cet accord. D'une part, il l'a dit d'ailleurs hier soir, c'est qu'il atteindrait de facto ses buts de guerre. La libération de tous les otages, pardonnez-moi, j'en ai pas parlé, mais évidemment, l'arrêt des bombardements coïnciderait avec la libération de tous les otages vivants et morts, le retour des otages vivants et morts. Il y en a à peu près 47 aujourd'hui, dont une vingtaine seraient encore en vie, au bout de 72 heures. Alors c'est ambitieux, hein, parce que vu l'état d'affaiblissement militaire du Hamas, je ne suis même pas certain que le Hamas sache exactement où soit aujourd'hui. Il a expliqué qu'il en avait perdu au moins 2 suite au dernier bombardement, ce qui d'ailleurs laisse penser avec horreur au sort de ces otages aux mains d'unités autonomes du Hamas paumées on ne sait où, on ne sait tout, pardon. Et autant la semaine dernière, je vous expliquais que Netanyahou avait réussi à cornériser les familles et ceux qui défendaient les otages en les associant à l'opposition politique, ce qui lui permettait en fait, comment dirais-je, de légitimer le fait qu'il voulait en finir avec le Hamas au prix des otages encore vivants. Et cette semaine, hier, on a bien compris qu'en fait, il pourrait faire un double pari gagnant, puisque le Forum des otages, les familles des otages, qui est l'association un peu officielle qui représente les otages et qui est considérée comme à gauche, c'est-à-dire opposant politique à Netanyahou, s'est réjoui, s'est félicité dans un communiqué expliquant que ce serait une excellente nouvelle que les otages soient libérés, et qui empocherait la mise? Netanyahou. Donc si vous voulez, ce serait, si les choses vont à leur terme, pour Netanyahou, ce serait une victoire de politique extérieure et de politique intérieure absolument magistrale. Donc il empocherait le bénéfice du fait que les otages, je parle toujours au conditionnel, seraient finalement libérés, alors que tout le monde se résignait en quelque sorte à ce qu'ils soient passés par pertes et profits de l'occupation complète de Gaza. Il réamorcerait une normalisation de ses rapports avec les monarchies arabes qui avaient été initiées en 2020 et qui avaient vraiment du plomb dans l'aile. Il serait le grand vainqueur, en fait, de la guerre à Gaza et de la démilitarisation de la bande de Gaza et du fait d'avoir cassé les reins du Hamas. Et enfin, il neutraliserait en quelque sorte ces faucons sur sa droite, les ultra-conservateurs, les ultra-nationalistes, les ultra-orthodoxes, qui ne pourraient plus lui opposer l'argument que c'est une paix défavorable, puisque c'est Donald Trump en personne qui présiderait et qui serait le garant de cet accord. Et Netanyahu leur dirait, voyez, c'est notre ami qui nous parraine et donc c'est lui qui sera garant du fait que ça fonctionne ou pas. C'est une véritable assurance. Donc si les choses vont à leur terme, et on va le voir demain et après-demain, ce serait un véritable coup de tonnerre politique dans la région. Et ce serait une victoire de Donald Trump et une victoire de Netanyahou, une victoire en fait du duo des amis ou des partenaires, des alliés conservateurs au-delà de l'Atlantique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, et il faut
force est aussi d'ajouter que finalement, si Emmanuel Macron, la semaine dernière, enfin le 21 septembre, je crois, à l'ONU, en fait, avait officialisé la reconnaissance par la France de la Palestine en espérant provoquer, accélérer en fait l'isolement de Netanyahou, force est de reconnaître qu'il avait raison, son intuition était la bonne, mais qu'en fait, et c'est là où c'est ce qu'on peut, on peut peut-être en terminer par là, c'est que Emmanuel Macron n'était pas le bon homme pour pouvoir faire bouger véritablement les lignes, même si l'idée était bonne, la parole de la France et surtout la parole, la parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui ne compte plus suffisamment et on le voit. Et il fallait donc un Donald Trump pour essayer de faire bouger les lignes. On va voir jusqu'où les choses iront, mais on est plutôt bien parti. Vous avez raison de le souligner. Voilà, la personne même d'Emmanuel Macron fait que même ses bonnes idées en fait sont ignorées, voire contrecarré, car il est rejeté sur cette scène internationale où il essaye désespérément d'exister. Il existe d'autres lieux où Emmanuel Macron intervient ou prétend intervenir. C'est par exemple la Moldavie, puisqu'il s'est félicité avec un de ses tweets qu'il affectionne de la victoire des forces du progrès, et en expliquant que les Moldaves avaient bien choisi, puisqu'ils ont choisi comme Emmanuel Macron voulait qu'ils choisissent. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces élections moldaves ? Oui, on pourrait ajouter le message sur X de Pavel Dourov, le patron du réseau Telegram, qui a réexpliqué ces derniers jours qu'il avait été que les services français lui avaient tordu le bras pour supprimer des comptes. Comment dirais-je, défendant un narratif opposé à celui d'Emmanuel Macron et de ses amis de la Moldavie, en particulier de la présidente Maia Sandu, qui vient d'être, dont la majorité parlementaire vient d'être reconduite dimanche dernier à l'issue des législatives au Parlement de Chisinau. Une reconduction dont les Européens et Bruxelles, donc les chancelleries social-démocrates se félicitent, mais en expliquant que c'est une belle victoire du camp de la démocratie, du camp de la liberté, du camp de la paix, etc., etc., etc. Il ne s'attarde pas véritablement sur le score réalisé par le parti Action et Solidarité, le PAS de Maia Sandu. Qui a en fait réuni 50, un chouïème de voix, un pouillème de voix, on parle de 50,26% des voix, ce qui lui, dans le système moldave, ce qui lui donne suffisamment de voix pour avoir 55 députés sur 101 a priori, mais on est passé ric-rac, donc cette majorité absolue, elle est vraiment ténue. Elle est plus faible que lors de la dernière élection en 2021, me semble-t-il, puisque dans le Parlement sortant, Maia Sandu avait une majorité parlementaire à, je crois, 63 députés. Donc on voit que ça s'érode petit à petit. Le climat économique est très mauvais en Moldavie. Je vous rappelle, la Moldavie, c'est un petit État de 33 000 km² qui est coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, avec deux territoires sécessionnistes, dont un, la Transnistrie au nord-est, qui est sécessionniste depuis quasiment l'indépendance et qui est aujourd'hui majoritairement habité par des gens qui ont des liens culturels et ethniques avec les Russes. Vous avez également une force russe de quelques milliers d'hommes qui stationnent sur ce pays, qui sont un peu coupés en fait de la mère patrie, et vous avez en fait un pays qui est déchiré, vraiment déchiré, je crois, comme tous ces pays des franges orientales de l'Europe, entre leur attirance pour le monde slave et russe et leur attirance pour le monde latin et occidental. Et ça, c'est historique. On va pas parler de ça maintenant, mais c'est vraiment historique. Et simplement, lors de ces deux élections, ou avant ces deux élections, deux narratifs se sont affrontés. Celui expliquant qu'il y avait des ingérences russes dans les élections démocratiques de Chisinau à Chisinau, enfin en Moldavie, et celui
de l'Occident, d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, expliquant l'opposant, c'est-à-dire les Russes, expliquant qu'il y avait des ingérences occidentales et européennes dans cette élection. Ce qu'on peut dire, c'est que... Les Moldaves eux-mêmes, d'ailleurs, expliquant qu'il y avait des ingérences. Bien sûr. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais y venir. Ce que l'on peut dire de manière factuelle, sans rentrer dans les chicayas et des choses qui sont difficilement prouvables, c'est qu'il est évident que les réseaux d'influence russes et européens ont investi de manière un peu directe ou indirecte dans cette élection, car chacun considérant que c'est un point en fait, un point politique et stratégique important, et une bataille politique et stratégique importante, le fait que Chisinau bascule dans un camp ou dans un autre. On parle de centaines de millions d'euros investis par les Russes, mais en fait, quand on regarde aussi les réseaux pro-européens, via le biais de subventions déguisées ou pas, il y a aussi des centaines de millions d'euros qui ont été investis dans cette campagne. Et même 1,5 milliard agité par Ursula von der Leyen. Voilà, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas un camp de la paix ou de l'autre. En fait, chacun essaye de marquer des points. Par contre, là où je m'inscris en faux par rapport au narratif occidental, c'est que il y a un élément factuel qui est qui est à mettre au débit des Européens, c'est que, enfin en tout cas du camp pro-européen de Chisinau, c'est que factuellement le score réalisé par Madame Sandou, elle le doit en particulier à la diaspora moldave en Occident, à l'ouest de l'Europe. 78% de ces électeurs qui ont voté donc dans les ambassades à l'étranger à l'ouest ont voté pour Madame Sandou contre l'ancien président à la tête du bloc des patriotes et plutôt considéré comme un pro-russe. Et en particulier, notamment en Transnistrie, le nombre de bureaux de vote traditionnels a été diminué, évidemment. Donc c'était plus difficile pour ces gens d'exprimer un vote, premièrement. Et deuxièmement, en Russie également, les autorités moldaves et consulaires en Russie ont diminué le nombre de bureaux de vote, alors qu'on sait qu'en Russie, il y a une majorité en fait de Moldaves, de la diaspora, et en général, ces gens-là, évidemment, sont beaucoup plus pro-russes que pro-occidentaux. Donc on voit bien quand même qu'il y a un biais dans cette élection. Jusqu'où ce biais aura-t-il pu peser dans le résultat? Je suis incapable de le dire, mais dire que le camp occidental était sans reproche, c'est évidemment biaisé. Et je crois que c'est le cas. C'est le cas en Moldavie, c'était le cas en Roumanie, et on va voir ce qui va se passer prochainement dans les pays de l'Est, puisqu'il y a un autre rendez-vous dont je voulais vous parler s'il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. Génial. Donc le week-end prochain, donc ce week-end, vont avoir lieu des législatives en République tchèque, à Prague donc, où les sondages donnent vainqueur, mais il faudra voir ce que ça donne. Le parti du national conservateur, du milliardaire national conservateur, Babis, je suis en train de chercher son prénom, pardonnez-moi, j'ai un petit doute, mais je vais tout de suite. Voilà, Andrej Babis, qui est une figure bien connue de la politique intérieure tchèque, puisque c'est un homme qui a 71 ans, et au passage, c'est le deuxième plus riche entrepreneur de République tchèque. Il a fait fortune dans la chimie, il a un groupe qui dépasse même les frontières de la République tchèque, puisqu'il a des ramifications en Allemagne. Il a également dans son groupe, qui est en fait un conglomérat, au moins 2 quotidiens, une télévision, à la manière un peu des oligarques d'Europe de l'Est. C'est une figure qui a pris son essor du temps du communisme en République tchèque. Certains disent d'ailleurs qu'il avait des accointances avec les servis tchèques, mais à l'époque, tous ceux qui voulaient compter dans le pouvoir, évidemment, passaient par les gens qui confisquaient le pouvoir, donc c'est pas étonnant. Ce type-là, d'une manière un peu opaque, a bâti sa fortune sur les décombres de la République tchèque, du bloc de Varsovie, puis a fait fortune.
Il s'est ensuite targué de politique, plutôt à gauche d'ailleurs, hein, dans des camps plutôt, on va dire, socialistes pour faire simple. Il a été Premier ministre de 2017 à 2021, je crois. Puis il a été candidat à la présidentielle en 2023 contre celui qui a gagné, qui est l'actuel président, donc Pavel. Peter Pavel, qui est un ancien général de l'armée tchèque et lui qui a fait toute sa carrière à l'OTAN, donc qui est un homme de l'OTAN, un homme de Bruxelles, voilà, il est très très aligné sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, le vent tourne en République tchèque. Il y a un retour très fort en fait d'une opinion très nationaliste, très conservateur aussi, anti-immigré évidemment, même si la République tchèque n'est pas un pays favori pour l'immigration, notamment subsaharienne. Et en fait, ce fameux Andrej Babis surfe sur cette vague dont il sent bien. C'est un homme de marketing, c'est un homme qui est connu pour sentir les choses, hein. Il vend des produits, donc il sent le marché, et il sent aussi le marché des sondages. Il a bien compris en fait que le vent tournait, et aujourd'hui il fait campagne à droite toute sur donc cette étiquette de national-conservateur. Et s'il est élu la semaine, donc ce week-end, c'est donc la fin de la coalition de la droite libérale au pouvoir avec le Premier ministre Peter Fiala. Et la bonne nouvelle pour les nationaux conservateurs, c'est que ce serait donc la troisième capitale européenne à tomber dans l'escarcelle des nationaux conservateurs dans cette partie d'Europe de l'Est. Après, évidemment, Orban qui est en Hongrie, et aussi le Slovaque Robert Fico donc en Slovaquie. C'est donc une bonne nouvelle pour les patriotes et les conservateurs. C'est une moins bonne nouvelle pour l'Europe de Bruxelles et de von der Leyen. Et avec un peu de chance, ils vont nous expliquer qu'il y a d'incroyables ingérences russes qui sont à l'œuvre en ce moment du côté de Babiš. On attend les tweets d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Mériadec Raffray, pour ce tour du monde comme il va et comme il ne va pas parfois. Et à la semaine prochaine. Très bientôt.